Bonjour à tous et bienvenue sur le replay de ce troisième live. Je vais accueillir mon invité Philippe Cohen en direct sur Instagram et je vais attendre que les premiers participants nous rejoignent. Ce soir, nous allons parler de cyberviolence. L'association Caméléon, dans laquelle je suis volontaire, œuvre pour un monde sans violence sexuelle et lutte contre toutes les formes de violence, et notamment les violences sur le numérique. Ces violences ne s'arrêtent pas aux frontières des Philippines ou de l'Asie, elles sont bien présentes chez nous aussi, ici en France et en Europe. Et c'est important pour l'association Caméléon d'être présente à la fois aux Philippines, de par son ADN, et puis en France, puisque la fondatrice Laurence Ligier euh, est donc française et a créé cette association aux Philippines. Je vais accueillir mon invité de ce soir, Philippe Cohen, qui a créé l'association Respect Zone, justement pour faire de la prévention positive des cyberviolences et mieux protéger l'enfance. Alors, on va se connecter avec Philippe Cohen. Je vois que l'association Respect Zone est connectée. Alors, toujours un petit moment d'attente, de délai, ça devrait fonctionner. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Philippe Cohen, si vous regardez, si vous êtes bien connecté, je vous ai envoyé une invitation. Donc, je suis en attente de votre connexion. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Impossible de se joindre. Ah, voilà, c'est bon. Bonjour, est-ce que vous Bonsoir, m'entendez? c'est Bonjour. bon. Je pense que tout le monde vous voit, Parfait. tout le monde vous entend. Alors, c'est Voilà, il y a parfait quelques pour moi. petits détails techniques, ça prend toujours un Voilà. petit peu de temps pour se lancer. Un grand Est-ce que merci vous... d'avoir accepté notre invitation, Philippe Cohen. Vous êtes avocat de formation, juriste spécialisé en droit des affaires et vous avez créé l'association Respect Zone en 2014. Et vous avez accepté notre invitation pour ce troisième live que l'on organise au sein de Caméléon pour parler de la cyberviolence. Alors, une question peut-être un peu provocante en préambule, est-ce qu'il faut interdire à tous les jeunes l'accès aux réseaux sociaux et à Internet? Alors, bonjour, merci et infiniment pour votre invitation. Respect à vous, respect à l'association Caméléon et à vous Thomas et toute l'organisation. Alors moi j'aime beaucoup votre question parce que ce sont des questions que se posent d'ailleurs certains parents ou certains éducateurs. C'est à tout le moins non pas est-ce qu'il faut interdire à vie, mais jusqu'à quand est-ce qu'il faut interdire? Ce qui est peut-être une question pertinente d'ailleurs. Alors interdire, c'est aiguiser l'appétit, c'est aiguiser les volontés de moyens de contournement vers les technologies qui sont censées être prohibées. Et on sait que plus l'interdit est haut, plus l'excitation monte de vouloir la contourner. Donc interdire, ça fonctionne très mal, surtout que Internet rime extrêmement mal avec la notion de licence ou de l'interdiction. Internet, c'est un concept qui est fantastique, qui a été créé pour échanger, alors pour échanger à la fois des données universitaires ou militaires, mais des données qui étaient en général entre personnes de même obédience ou de même intérêt. Et donc, il n'y avait jamais à la base, cette idée que ça pouvait être toxique.
cette toxicité, elle est venue du fait d'une généralisation d'usage et aujourd'hui à toute la planète. Parfois d'ailleurs pour des très bonnes raisons, puisqu'on a vu avec la crise du Covid que si on n'avait pas eu toutes les nouvelles technologies, on n'aurait pas vécu le confinement pareillement. Et d'ailleurs, ce live en est une incarnation. Donc pour répondre de manière succincte à votre question, interdire sûrement pas, aider à apprivoiser les outils, c'est notre mission, à nous, Respect Zone, et c'est pour ça qu'on se creuse la tête et qu'on a édité 50 propositions que dans mon livre, j'ai appelé, c'est un livre rapport de l'association, qui s'appelle 50 propositions pour détoxer les réseaux sociaux. Donc, c'est pas comment faire sans, c'est comment... en fait, c'est un peu comme avec les arts martiaux. C'est comment est-ce que vous utilisez une force contraire pour la renverser et puis pour vous défendre, ce qui est un thème qui est très cher à l'association Caméléon. Alors on va en parler, donc vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on détoxe les réseaux sociaux. Je voulais donc saluer toutes les personnes qui sont connectées, tous ceux qui nous regarderont aussi en replay. On a beaucoup de personnes qui nous rejoignent en replay des quatre coins du monde, puisque Caméléon est présente un petit peu partout. N'hésitez pas à poser vos questions à Philippe Cohen. Ce soir, je crois que ce qui est important, c'est qu'on va s'adresser à tous les parents qui nous regardent, à tous les parents qui ont des enfants, des ados et qui peuvent être un petit peu démunis face aux problématiques du numérique. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir vous aussi sur la création de votre association, puisqu'il me semble que c'est votre fils qui vous a en quelque sorte inspiré cette idée. Donc vous aussi finalement, c'est en tant que parent que vous avez été poussé à créer Respect Zone peut-être. Absolument. Donc, en tant que parent, on découvre tout ce qui est nouveaux réseaux sociaux, nouvelles technologies, et par définition, c'est le rôle du parent. On est dépassé, puisque le principe, lorsque vous êtes un jeune préadolescent ou adolescent, c'est qu'on vous explique que les parents ne peuvent pas comprendre les réseaux sur lesquels nous sommes, ou les jeux auxquels on joue, ou les références qui sont les nôtres. C'est le principe de l'adolescence, c'est de trouver son propre code et son propre langage. Et il se trouve que les réseaux sociaux, c'est un langage, c'est un code, sauf qu'il est ouvert à tous les vents, y compris les pires, comme vous le savez très bien. Donc mon fils avait 12 ans et il s'est vu confronté à un acte qui peut paraître aujourd'hui banal. C'était la création d'un groupe potache anti-prof de maths d'origine africaine. Et ce potache est devenu limite injurieux, limite raciste, voire même raciste, puisque c'était un groupe qui s'appelait Si comme moi tu haïs monsieur, c'était le nom africain de ce prof de maths. Et ce qui nous a beaucoup choqué, en tout cas lui, c'est que le groupe en question a eu un succès qui était débordant de la classe elle-même ou des élèves de ce professeur. Et c'est là qu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait un effet de meute qui est inhérent à la cyberviolence et qui n'a pas beaucoup d'équivalent. Lorsque vous êtes agressé par un groupe, c'est le groupe qui vous agresse. C'est pas tous les groupes qui sont à côté des groupes. Et c'est cette notion de diffusion extrême et d'effet de meute qui se multiplie avec comme une équation mathématique, qui fait la particularité du caractère massif de l'offense. Ce qui avait été frappant lorsque mon fils était venu à moi, d'abord il était désemparé parce que lui n'était pas victime, il n'était pas auteur puisque c'est pas lui qui a créé le groupe, mais il était interrogatif en tant que témoin, témoin qui ne sait pas quoi faire. Et d'ailleurs, si je devais définir la mission première de Respect Zone, c'est probablement l'idée de savoir quoi faire lorsqu'on est témoin pour faire en sorte de ne pas avoir à être témoin et plutôt de ne pas avoir à subir, parce que le témoin subit également. Il subit d'abord la question, c'est que faire? Et la réponse n'est pas facile. Si vous voyez quelqu'un se faire agresser dans le métro, tout le monde n'a pas ni l'entraînement, ni le cran d'aller intervenir. Et pourtant, on sait que si, pas une personne, mais si 2, 3, 4 ou 6 personnes interviennent, l'agression cesse ou peut cesser. Évidemment, si avec des armes à feu, c'est un autre sujet. Mais l'idée que l'agression peut être contenue par la réaction des témoins,
est un sujet qui nous hante et qui devrait nous hanter. Donc mon fils était gêné, interrogatif, désarmé. Je lui ai dit que c'était surtout un problème, pas juste pour le prof, c'était un problème surtout pour les élèves et pour leur futur scolaire, leur future carrière, et le fait qu'on ne peut jamais quasiment effacer ce qui est sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, c'était sur Facebook à l'époque, en 2012. Et donc, il est allé hésitant voir ses amis en leur disant, voilà, je pense qu'effectivement, ça peut nous desservir, nous en tant qu'élèves. Et c'est lui qui s'est fait ostraciser. C'est-à-dire que le fait d'avoir été la personne qui remet la norme sur l'échiquier est vu comme étant quelqu'un qui est une balance, quelqu'un qui Mhm. trahit, quelqu'un qui... Mhm. Et la réaction était, un, c'est pour rire, ce qui n'est pas vrai, puisque ça fait mal, et ça fait pas rire. Deux, c'était pas grave, ce qui n'est pas le cas. Et trois, c'était privé. Or, Internet privé, c'est compliqué. En fait, il y a un sentiment que les relations sur les réseaux sociaux sont privées et sans danger et sans impact. Et c'est en fait, c'est cette énorme fake news contre laquelle il nous revient d'intervenir. Alors, Respect Zone, pour un respect numérique finalement sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes en ligne, euh, est-ce que l'idée finalement c'est de contrebalancer la haine par du contenu positif? Comment on fait en fait pour lutter contre les propos de haine, les insultes sur ce type de Alors, réseau? il y a plusieurs moyens de lutter. Il y a un moyen premier qui est très efficace, c'est de se déconnecter. Hmm. Ça, c'est ce que vous disiez dans votre première question. C'est est-ce qu'il faut tout arrêter? Est-ce qu'il faut interdire? Si on fait ça, on se désocialise et c'est très compliqué et surtout dans la période que nous vivons aujourd'hui d'ailleurs. Deuxième option, c'est l'option classique. C'est l'option il faut faire le ménage. Il faut enlever, il faut poursuivre. Et là, on s'aperçoit que c'est un chaos absolu parce qu'il n'y a pas deux pays qui disent pareil sur ce qui est poursuivable en termes juridiques. Et quant à la modération, ce qui est particulièrement compliqué, c'est que chaque plateforme a ses propres règles. Il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de norme de la modération. Et c'est d'ailleurs ce que Respect Zone a essayé de porter, c'est de trouver le curseur. C'est quoi la modération minimum nécessaire, utile et validée par une autorité indépendante. Parce que Mhm. c'est compliqué quand vous êtes votre propre plateforme. Par exemple, si vous êtes l'association Caméléon et vous allez dire je vais inventer les règles de la modération, Mhm. ça va être une forme de règle, mais c'est pas forcément celle qui aurait été aussi empirique que celle qui aurait été portée par l'expertise de constats et d'études de c'est quoi être un modérateur. Si on n'est pas spécialiste de la modération, ce Mhm. que n'est pas la vocation première d'un réseau social d'ailleurs, la vocation première d'un réseau social, c'est de faire du commerce et de mettre les gens en relation entre eux, pardon. Troisième option, et c'est celle que nous essayons de développer, qui est l'option latérale, qui est une option, alors qui peut paraître un petit peu angélique comme ça, mais en fait qui est une option qui est de plus en plus entendue et audible, c'est de dire comment est-ce qu'on peut aider, non pas à ce qui est moins de détritus sur la voie publique, mais comment est-ce qu'on peut aider à ce que les gens mettent moins les papiers par terre et les papiers gras par terre, ou les bouteilles en plastique par terre. Mhm. Et c'est un combat auquel on croit. Alors ça peut paraître, c'est marrant que lorsqu'on parle d'une pollution environnementale, les choses paraissent évidentes. Lorsqu'on parle d'une pollution numérique, on vous dit non mais vous êtes complètement idéaliste. C'est de l'angélisme que de croire qu'on va pouvoir convaincre les citoyens du numérique d'être moins agressifs, polluants, de faire moins d'appels au terrorisme ou de mettre moins de pédopornographie en ligne, ce qui intéresse aussi beaucoup notre cause commune. Et donc notre travail, c'est de faire du contre-discours positif, c'est ce que vous avez dit dans votre question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on désescalade un, un train de propos qui s'envenime et qui est haineux. Et on s'est aperçu que lorsqu'on parle de c'est quoi le respect pour toi? Est-ce que tu sais qu'ici c'est une zone où le respect a été édifié, où le respect a un sens, où il y a un petit panneau qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Et c'est un panneau comme ça qui ressemble à un petit badge. Alors ce type de badge, c'est ce qu'on trouve aussi dans les villes qui utilisent
justement pour revenir à la dépollution environnementale, vous avez des villes qui utilisent comme signalétique des nudges. Des nudges, ce sont des coups de pouce qui vous remettent dans le chemin positif. Plutôt que de dire avec une tape sur la tête, il ne faut pas faire ceci, ce qui est très inaudible sur les réseaux sociaux, parce que dès lors que vous avez une structure sociale en ligne qui est le symbole de la liberté absolue, où on vous dit ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que vous faites en général? Vous changez de crèmerie. C'est-à-dire que vous allez sur un réseau social avec moins de règles et plus de possibilités d'être crypté, par exemple. Et nous, on dit, ben, en fait, tous les réseaux sociaux ont accès aux mêmes réflexes positivistes. Parce que tout le monde espère une chose, c'est d'être respecté. C'est-à-dire que vous et moi, on pense pas pareil. Vous et lui ou elle, on a des origines différentes, on a un bagage différent. C'est très bien, ça fait partie de la diversité humaine. Donc l'idée, c'est pas qu'on se ressemble tous, mais c'est qu'on trouve ce qui nous relie entre nous. Et ce qui nous relie entre nous, c'est la notion de se faire respecter. Alors c'est vrai que ça peut parfois être un peu choquant de se dire que votre opposé, votre ennemi, votre plus différent a des valeurs communes. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle des valeurs communes d'humanité. C'est ce que les religions ont elles-mêmes essayé de mettre en protection. C'est-à-dire quelles sont les valeurs de base qui font que plusieurs individus peuvent cohabiter entre eux sans se taper dessus. Et c'est un peu ce qu'on essaie de retrouver. Alors les Anglais diraient, but you are stating the obvious. Hein, vous faites état de l'évidence. Sauf que l'évidence sur les réseaux sociaux, quand on y passe un peu de temps, elle est super dure à trouver. Alors justement, pour les parents, c'est pas toujours très évident de suivre les différentes innovations, d'être à la page en quelque sorte, et d'être bien informés sur tous les dangers auxquels peuvent être confrontés leurs enfants. Ils sont parfois démunis et surpris face aux différentes sources de dangers. L'association a été créée en 2014. Depuis 2014, vous avez dû voir quand même une certaine évolution sur les réseaux, de nouvelles pratiques peut-être. Alors, je vous demanderais peut-être quelles ont été les grandes évolutions et surtout, si on parle très concrètement, quels sont aujourd'hui les principaux dangers pour les enfants et les adolescents? Alors, c'est une très bonne question parce que ça permet de prendre un petit peu de recul après plus de 5 ans de travail. En 2014, lorsqu'on parlait de cyberviolence, de haine en ligne, ça m'est arrivé avec la presse, avec les enseignants qui n'étaient pas très connectés à l'époque, avec les parents également, avec les institutions qui demandaient à être convaincus qu'il y avait de la haine en ligne. C'est-à-dire qu'il fallait expliquer qu'il y avait de la haine en ligne. C'était une autre époque. Hein. C'était en fait une époque où on disait mais alors pourquoi est-ce qu'il faudrait plus de respect donc il faut expliquer. Alors ça c'est ce que vous trouvez, ça c'est ce que vos enfants trouvent sur Internet. Ça c'est le type de jeu vidéo, par exemple, où vous avez des échanges entre jeunes qui sont hyper violents. Et si on ne le montre pas, les gens ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, on est en 2020, il n'y a plus la démonstration à faire. C'est-à-dire que et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lorsqu'on fait une analyse des langages des médias vis-à-vis du sujet, vous aviez une espèce de manière de traiter le sujet en news qui est complètement différente aujourd'hui. Historiquement, il fallait aller trouver une jeune fille qui avait fait une tentative de suicide et que l'on voyait à visage un petit peu couvert et qui expliquait avec ses parents qui lui tenaient la main qu'elle avait failli se mettre fin à ses jours parce qu'elle était harcelée par des anciens amis sur Internet. Et donc, il fallait expliquer la violence. Vous savez qu'un sujet, c'est en général 4 minutes sur un journal télévisuel. Et donc, vous aviez 2 minutes 75 avec une jeune fille qu'il fallait montrer à l'époque. Après, vous aviez un expert qui parlait. Après, vous parlez des solutions sur quelques microsecondes. Aujourd'hui, place pour parler des solutions parce que tout le monde a compris qu'il y avait un problème de société. En fait, c'est cette situation du péril des cyberviolences au sens large, c'est-à-dire cyberdiscrimination, cyberharcèlement, cyberradicalisation. Et dans le cyberharcèlement, il y a toute la pédopornographie, tout le chantage à la webcam, et qu'il y a aussi des liens
avec les abus sexuels. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire cette démonstration et on peut enfin peut-être commencer à parler des solutions qui sont positives et qui consistent à dire aux enfants autre chose que ce qui arrivait souvent d'ailleurs depuis 2014. On voyait souvent que dans les solutions qui étaient proposées en dehors de France, puisqu'il y a pas qu'en France que ces sujets existent, mais les solutions qui étaient proposées dans le monde anglo-saxon, par exemple, c'était uniquement des applications qui consistaient à aller espionner vos enfants en tant que parents. En disant, si je mets une app qui va filtrer tous les messages que reçoit mon fils ou ma fille, ça me remonte tout de suite. Et en fait, c'est un peu comme si on mettait une webcam sur ces adolescents pendant une bonne partie de leur vie, ce qui n'est pas notre choix. On pense que espionner ses enfants, c'est pas ça qui va résoudre le problème, surtout qu'on en revient à notre premier échange, Thomas, qui était de dire que dès lors que vous mettez une difficulté technique, eh bien, c'est très facile d'avoir une deuxième carte SIM, un deuxième portable, un copain qui vous prête un téléphone. Et en fait, ce que vous avez envie de faire, vous le faites ailleurs et en cachette. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. L'idée, c'est plutôt d'arriver à faire évoluer la prise de conscience. Et notre travail, ce qui est sûrement le travail que fait très bien Caméléon aussi, c'est de travailler sur la notion de différenciation entre ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Et aussi de travailler sur un autre sujet qui est très particulier à la lutte contre les fake news et le complotisme, qui a été un des ravages que nous avons vécu pendant la crise du Covid, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on façonne l'esprit critique de tous nos internautes. Alors c'est plus facile avec les jeunes qu'avec les moins jeunes, parce que travailler sur l'esprit critique de quelqu'un qui aurait mon âge, enfin, on va dire que c'est un autre chantier. Par contre, on peut encore faire des très belles choses avec des personnes qui abordent l'approche avec les écrans. Et manier un écran, ça devrait être à peu près pareil que l'apprentissage du maniement d'une voiture, d'une scie électrique ou d'une arme en fait, puisque un écran, aujourd'hui on le sait, c'est une arme par destination, pour employer un terme du droit civil. Alors il y en a qui sont très à l'aise avec ces écrans. C'est les nouvelles générations. Je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, la génération Y, la génération Z, qui sont nés avec un écran et qui sont depuis tout jeune avec ces écrans en main. Je ne sais pas. J'ai un enfant qui est en CM2. Tous ses copains jouent à un jeu vidéo en ligne et donc il dit à ses parents ne t'inquiète pas maman, ne t'inquiète pas papa, on joue tous en ligne ensemble, il n'y a pas de problème. Comment est-ce qu'on amorce le dialogue avec son enfant et comment est-ce qu'on fait de la prévention des risques sans être le parent un peu relou, on pourrait dire, qui interdit tout à son enfant? Alors, réponse super simple. Et d'ailleurs, je vous signale que ce logo qui permet de pouvoir badger sa photo de profil est une manière aussi de pouvoir marquer le territoire en disant ici c'est une place de respect, une zone de respect. Ce qu'on a constaté au fur et à mesure de nos expérimentations, on va dire avec les classes, avec les élèves, en parascolaire aussi, c'est que il y a une valeur à la notion de respect, qui d'ailleurs qui n'est pas que en français. Le mot respect, il voyage très très bien dans toutes les langues, y compris jusqu'à Manille. Le mot respect est un mot qui vient du latin, qui enserre dans son acception l'idée de regarder en arrière. Parce que quand on parle de respect, on se regarde aussi. C'est-à-dire qu'on pense au respect auquel on se doit à soi-même. Et lorsqu'on est quelqu'un d'une génération différente d'une autre, lorsqu'on est un grand-parent ou un parent, le seul moyen qu'on a pu trouver pour aborder le sujet de qu'est-ce qui se passe pour toi sur les réseaux sociaux, est-ce que tu ne te fais pas du mal, ou est-ce que tu ne fais pas mal aux autres? C'est compliqué comme message. Eh bien, le mot qui nous paraît assez magique, c'est de dire
comment se passe ton respect en ligne sur le jeu vidéo? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens respecté par les autres joueurs? Si vous êtes une jeune fille, vous jouez dans des jeux vidéo et vous allez à des compétitions de e-sport, je peux vous dire que c'est pas facile. Et la plupart des jeunes filles doivent se maquiller en profil masculin pour ne pas se faire harceler ou insulter ou menacer de viol également. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'il n'y a pas un corps de règles de base, c'est comme si vous allez sur une chaussée ou un circuit routier où il y a aucun panneau et aucun feu rouge, ça va pas se passer très bien. Ou alors il faut avoir une très bonne assurance. Ouais. Ce qu'on propose, c'est de dire si vous avez, je sais pas, si vous avez 65 ans, vous avez des petits enfants et que vous les voyez accrochés à leur portable, c'est très compliqué d'aller savoir sur quel réseau social ils sont, ce qu'ils y font, ce qu'ils font avec leurs selfies. Mhm. Est-ce que les photos qu'ils diffusent sont les bonnes? Est-ce qu'ils ne se mettent pas en danger en termes de leur propre image? Est-ce qu'ils savent que rien ne s'efface, etc. Et alors, si vous commencez à aller demander à un parent ou un grand-parent d'aller comprendre tout de Mhm. TikTok, de Snapchat et de Telegram, etc., ça va être très compliqué parce que c'est un plein temps. Par contre, si à table, on commence à se dire et comment fonctionne ton respect? Est-ce que tu te sens respecté? Est-ce que tu trouves que les gens que tu côtoies, est-ce qu'ils se respectent avec tous leurs selfies? Vous commencez une zone où le dialogue est possible. Parce que le mot respect, eh ben, en fait, ça fait partie du langage minimum, y compris de ceux qui ont très peu de champ lexical. Mhm. Et alors, vous en avez Ce qui est le cas. parlé, euh, Pardon. vous avez parlé des différents risques qui existent, qui existent aujourd'hui, le harcèlement, on le chantage aussi sur les réseaux sociaux. Comment on peut réagir un parent quand il voit que son enfant est harcelé ou qu'il est très isolé? Alors ça marche avec les parents, mais ça marche aussi, je ne sais pas moi, avec un ami qui voit un autre de ses amis qui est harcelé sur les réseaux sociaux. Alors, Euh, je, alors, je, euh, je, euh, je ouais. ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que la ligne parfois est un petit peu hésitante. Oui, je vous entends. Est-ce que vous avez pu entendre ma question? Alors, j'ai perdu un peu votre vidéo. Ouais, Bon, voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne. C'est quelques petits bugs techniques. je vais changer de réseau. Voilà. Alors, on a perdu Philippe Cohen. On va se reconnecter tout de suite. Voilà. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, live Caméléon Respect Zone sur la cyberviolence. Voilà, on Et vous ça voit. fonctionne très bien Ça à fonctionne. nouveau. Ça fonctionne très bien à Voilà. nouveau. Est-ce que vous avez pu entendre ma question du Oui, coup? Je ne oui, sais pas. Ouais. absolument. Donc, si en fait vous êtes confronté à des proches et en fait votre question c'est comment est-ce qu'on aborde le sujet pour permettre à ce qu'un jeune puisse s'autoprotéger sur les réseaux sociaux. Oui, et une fois Euh, qu'il est en danger, pris dans cette toile d'araignée, on pourrait dire comment est-ce qu'on le sort de là? alors, par définition, quelqu'un qui n'a pas été exposé à l'école ou en dehors ou sur une campagne ou entre pairs aux techniques de l'autodéfense sur les réseaux sociaux, il peut très bien être perdu parce que lorsque vous avez aujourd'hui, on sait que l'âge des premiers accès à des smartphones, je ne parle pas des écrans, je parle des smartphones, des téléphones avec un abonnement, c'est 9 ans. 9 ans. Euh, Moi, quand mes enfants ont eu leur premier portable en cinquième, ils étaient à l'époque considérés comme arriérés, parce qu'ils étaient considérés comme Hmm. étant ceux qui avaient eu leur portable en dernier de leur classe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 9 ans, vous voyez Hmm. à quel point le progrès n'arrête pas. Donc, ce qui veut dire que les parents risquent malheureusement d'être les derniers à être au courant d'un préjudice lié à l'usage des écrans. Donc, s'il n'y a pas une sensibilisation
à la fois en famille, à l'école, le risque d'être atteint par un groupe qui serait débordant, qui serait excluant, qui serait racisant, qui serait sexisant est énorme parce que encore une fois, je reprends l'exemple que j'ai pris plus tôt. Si on vous donne une voiture et qu'il n'y a pas de et que vous ne passez pas le code et que vous ne passez pas des cours de conduite, c'est extrêmement difficile de pouvoir garantir qu'on n'aura aucun sinistre et aucun accident. C'est exactement pareil avec l'absence d'une éducation aux écrans. Donc notre travail, et ça c'est la responsabilité de la société, c'est-à-dire école, société civile, responsabilité parentale, c'est de pouvoir venir avec des formations qui soient régulières et qui puissent permettre de pouvoir exposer et qui puissent aussi permettre qu'il y ait des ambassadeurs à l'école, notamment, qui puissent être des référents. Parce que c'est parfois beaucoup plus facile de se confier à ses pairs que de se confier à des adultes. Il y a des choses qu'il est compliqué de dire à ses parents, qu'il est compliqué de dire à son enseignant. Pourquoi? Parce que en plus, non seulement ça peut être très intime, mais en plus ça peut être aussi vu comme étant incompréhensible parce que vous allez être sur une technologie ou avec des codes de langage qui seront incompréhensibles par l'autre génération. Parfois même à 6 ans près. Je sais pas quel âge a Thomas, mais je suis persuadé que si vous parlez à votre petit neveu ou à votre petite nièce qui À la a petite 7 ans sœur de qui a moins, 12 ans, voilà. ou La petite sœur qui a qui a 12 12 ans, ans. Voilà, exactement. et je suis convaincu qu'elle connaît des réseaux sociaux que vous n'imaginez même pas, Ouais. avec des codes de langage que vous n'imaginez pas non plus. Et c'est un peu normal. Sauf que notre travail, en tant qu'association, en tant que parent, en tant que responsable éducatif, c'est de pouvoir donner accès à des règles d'autodéfense. Donc, alors, parmi les outils que l'on a proposés et que l'on développe, il y a celui que je vous ai indiqué, qui consiste à avoir un espèce de badge en ligne sur la photo de profil. Donc, on pourrait même le mettre sur la photo de profil de votre association. Il y a même des associations qui le mettent en tout petit sur leur logo, ce qui permet de montrer d'ailleurs quelles règles est-ce qu'elles s'engagent à respecter en ligne. Par exemple, ce qui vous permettra de vous engager à ce que les personnes qui vont intervenir dans votre live, demain, après-demain, eh bien, ne mettent pas en ligne des propos qui soient contre la loi. Par exemple, pour éviter qu'il y ait des appels au meurtre ou des appels au viol ou des appels à n'importe quel crime, par exemple. Alors, ça peut paraître évident pour une institution, mais c'est en fait ce qui est évident n'a rien d'évident puisqu'on s'aperçoit tous les jours que ce qui est évident n'existe pas. Donc, en fait, les outils qui sont proposés, ça consiste à dire lorsque vous identifiez une situation à risque, ou lorsque vous voulez anticiper pour éviter qu'une situation à risque puisse exister, l'idée c'est de pouvoir baliser des espaces numériques et présentiels avec des règles de respect qui soient extrêmement faciles à lire. La raison pour laquelle nous avons aujourd'hui plus de 60 écoles qui ont pris le choix de se labelliser à un moment donné de leur vie, c'est parce alors ça n'était pas une initiative de l'association. C'est que lorsque nous avons lancé une campagne en 2015, c'était quelques semaines après notre première présence à la Paris Game Week, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup du jeu vidéo, et la Paris Game Week, c'est à la porte de Versailles, et c'est la plus grande manifestation française qui rassemble des adolescents, puisqu'il y a 400 000 adolescents qui viennent par an. Alors malheureusement, la prochaine édition va être reportée à 2021 à cause du Covid. Elle a lieu toujours pendant les vacances de la Toussaint. Et donc, nous avons été très présents. Nous avons pu lancer une campagne en début 2015 pour la journée de l'Internet sans crainte. Et cette campagne a été beaucoup vue puisqu'elle est passée sur les réseaux sociaux, en télévision, etc. Et nous avons été vus par une école en Bretagne qui a dit nous cherchions des outils pour marquer le respect dans le sanctuaire éducatif qu'est l'école, notre école qui est un collège à Brest, et nous aimerions savoir, Respect Zone, si vous pourriez venir, non pas pour labelliser uniquement les sites internet comme on le faisait à l'époque, ou les comptes de réseaux sociaux, ou les photos de profil des élèves, qui sont nos outils de base, mais ils nous ont demandé est-ce qu'on peut mettre ce label partout où c'est utile dans l'école. Parce que le problème, c'est pas qu'en ligne, puisqu'on lorsqu'on est au collège, en sixième, tout se passe pas en ligne.
Et en fait, leur idée, ça a consisté à faire sortir de l'écran cette idée du respect et de l'afficher, les valeurs du respect, puisque ça correspond à une charte de 4 paragraphes qui est super simple à comprendre à partir de l'âge de 9 ans. Donc à partir du moment où vous êtes en CE1, à peu près CE2, vous arrivez à comprendre de quoi on parle. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur une application pour les victimes, sur une version en BD, sur une version animée. Et en fait, ce sont les écoles qui nous ont demandé d'aller amender la charte pour qu'on l'étende, cette charte qui bénéficiait au numérique, à des endroits qui soient présentiels, qui soient physiques. Donc, comme on est juriste, puisqu'il y a beaucoup de juristes qui font de l'aide aux victimes gratuites, et on vous encourage d'ailleurs à nous consulter pour être aidé, c'est on a amendé l'article 1 de la charte pour l'ouvrir à du présentiel. Ça veut dire que le bureau où vous êtes, notamment aujourd'hui, pourrait très bien être labellisé. Ça veut dire que les gens qui rentrent dans ce bureau, il y a plein de livres, les livres qui incarnent toute la culture, etc. On sait que lorsqu'on va chez vous, eh bien, il y a des règles minimales de respect qui s'imposent. Ce qui veut dire que si le ton monte, comme sur Internet, ou sur un fil d'un réseau social, lorsque le ton monte, c'est beaucoup plus facile d'aller expliquer que en pointant du doigt, mer numérique ou physique, ce n'est pas l'endroit. Vous voyez bien que ici, c'est un peu comme quand vous allez dans le TGV et que vous avez un petit lapin avec un portable, avec une croix dessus, pour faire en sorte que les gens se respectent. Pourquoi? En fait, ce nudge existe pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus pacifique d'aller faire respecter le silence dans le TGV lorsque vous pointez du doigt un tiers médiateur qui vous est externe, plutôt que de dire à quelqu'un tais-toi. Parce que si vous dites à quelqu'un tais-toi, vous êtes peut-être une frêle grand-mère face à un grand dadé de 2 mètres, peut-être que vous n'aurez pas envie de dire tais-toi ou vous ne trouverez pas les mots. Par contre, si vous faites un signe qui peut être d'ailleurs silencieux en disant c'est pas l'endroit, parce qu'ici on se met d'accord que le corps social reconnaît, et le corps social, ça peut être 2 personnes, hein, reconnaît que ici, on va faire une zone de respect où on va se dire que l'hyperviolence n'est pas tolérable. Et en fait, plus on va étendre ces zones-là, et c'est pour ça qu'on serait ravi de travailler avec votre association en France, aux Philippines également, parce qu'en fait, les besoins de respect, ils n'ont aucune frontière. Nous, on a la chance de pouvoir travailler avec d'autres territoires et on s'aperçoit qu'il y a des codes universels qui dépassent tous les débats locaux, tous les débats sur la laïcité. En ce moment, il y a énormément de débats sur le racialisme, par exemple. Il y a comme ça des termes qui font pas débat. Et le fait d'ailleurs que depuis 5 ans que nous existons, que nous n'avons pas vraiment fait l'objet de bashing ou d'insultes en masse, etc., est sans doute dû. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un de rationaliste, etc. Mais il y a une forme, Thomas, de magie dans le mot respect, puisque c'est en fait un mot, je dirais, allez, je vais oser le dire, c'est un mot caméléon. C'est-à-dire que c'est un mot qui épouse les cultures environnantes. Alors nous avons nos caméléons et vous avez vos licornes, en quelque sorte, on pourrait dire. Vous avez lancé en 2016 une initiative Licorne vs Haters. Votre idée transforme contre haters. contre Oui, haters, votre idée transformer les insultes en emoji. Est-ce que c'est une manière de continuer à créer un espace de paix et de respect en ligne? Ben, l'éducation par le clin d'œil ou par l'humour, c'est extrêmement efficace. L'éducation avec une règle qui vous tape sur les doigts ou avec des injonctions de faire ou de penser, ça marche plus trop aujourd'hui. Et je pense que ça n'a jamais vraiment marché. Par contre, si vous arrivez à faire appel soit à l'intelligence qui reste chez votre agresseur, parce qu'il y a toujours une forme de résidu intelligent, même chez votre agresseur, c'est de pouvoir investir sur qu'est-ce qui ferait qu'une campagne ou qu'un propos ferait miroir. Moi, j'ai grandi à une époque où il y avait des campagnes télévisuelles, il y a très longtemps de cela, qui disaient tu t'es vu quand t'as bu. C'était ça la campagne télé pour inciter les jeunes et les moins jeunes à boire de manière plus modérée ou à boire moins.
Et le tu t'es vu, c'est à quoi est-ce que tu sais à quoi est-ce que tu ressembles lorsque tu me hurles dessus? Est-ce que tu sais à quoi est-ce que tu ressembles lorsque tu te comportes d'une manière délinquante? Et c'est le fait de renverser, de prendre un miroir, de le mettre au milieu de soi, et ça peut stopper net. Et d'ailleurs, c'est une technique que les éducateurs font souvent avec les très jeunes enfants qui pleurent pour un caprice, par exemple. Mhm. Et vous leur mettez un miroir, et c'est vrai qu'il y a un moment donné où ils voient le spectacle, ils se disent c'est peut-être pas le moment, ou alors j'ai peut-être pas les bonnes raisons de le faire. Et lorsqu'on a créé l'icône contre haters, qui a été créé par une agence très créative à l'époque, qui s'appelait la J. Walter Thompson, qui avait des très bons créatifs, et qui en ont encore d'ailleurs. Et ils ont eu cette idée d'aller ridiculiser les haters. Donc en Mhm. fait, ce qu'on a créé, c'est un filtre qui est aujourd'hui encore gratuit, présent sur Explorer, Chrome, Edge et sur Firefox. Et lorsque vous le chargez dans votre menu avec le magasin des applications, eh bien en fait vous chargez votre bouclier, ce qui vous permet de transformer. Et c'est vrai aussi sur WordPress. WordPress c'est important puisque c'est un quart, je crois, des sites internet qui existent dans le monde sont activés par WordPress. Donc vous avez une application gratuite de Respect Zone qui vous permet dans la zone des commentaires de transformer, comme vous l'avez dit, en émoticônes des mots qu'on a choisis comme étant des appels au meurtre, des appels au viol, des appels à la haine, ou On des pourrait le faire appels aux racistes, Philippines, ça? antisémites. Il n'y a aucune frontière puisque le numérique c'est terrible quand ça fait mal et c'est formidable quand ça fait du bien puisque c'est fongible et ça voyage. Donc ça c'est une chose que l'on peut faire aux Philippines et en France et partout où vous aurez envie qu'on travaille ensemble. Et en fait ce qui peut être d'ailleurs drôle c'est d'aller demander aux futures victimes ou aux témoins ou quels sont les mots qu'ils aimeraient mettre dans le filtre. En Mhm. fait, mais c'est un filtre qui n'est pas une censure. Et donc, en fait, lorsque vous mettez, par exemple, sale, je ne veux pas dire le mot, et que, en fait, il se transforme en lapin, Et un petit pingouin, arc-en-ciel. licorne, ou logo de Respect Zone, Mhm. ou on pourrait le faire avec des caméléons d'ailleurs. Bien sûr. Ça pourrait être Ah, c'est une bonne un idée. caméléon qui devient bleu et qui sur son corps afficherait notre label, un peu comme un tatouage. Hein, ça serait une espèce de tatou caméléon et qui serait un peu notre enfant commun, si vous voulez, espèce de caméléon qui Mhm. va développer un petit peu comme un évangéliste les messages du respect partout aux Philippines et puis ailleurs. Alors, Et en fait, juste pour finir, cette idée qu'on peut stopper net le haters, parce que 90% des haters, ça c'est une chose qu'on constate, ça fait 5 ans qu'on travaille, on a même développé des brigades sympathiques et respectueuses, puisqu'elles s'appellent SOS Respect Zone, c'est un peu comme des Respect Angels, où lorsque vous êtes attaqué mais que vous portez le label, sur demande, mais gratuite, on vous envoie des scouts anonymes, puisque ce sont des scouts de différentes obédiences, qui sont organisés pour aller bombarder très poliment les haters qui auront enfreint la charte de Respect Zone sur les espaces de respect en disant alors on va peut-être vous expliquer le respect et sûrement que vous allez trouver l'expérience du respect très sympathique. Mais pour ça, il faut y aller en masse. En fait, il faut faire des renversements de masse. Parce que Internet a l'air extrêmement violent parce que il y a une minorité de gens très très agressifs qui hurlent, mais la majorité, elle n'est pas violente. Donc notre travail, et c'est peut-être le travail qu'on a envie de faire ensemble, ça serait de réveiller la majorité silencieuse qui parfois manifeste, comme en ce moment, contre le racisme. Et bien c'est pareil, sauf que là, c'est en ligne en fait. Alors, il y a peut-être une dernière question que je ne peux pas ne pas vous poser. Vous avez parlé du miroir que l'on peut tendre aux enfants. Il y a peut-être un miroir qu'il faudrait tendre à la société. C'est de parler enfin une bonne fois pour toutes de la question des violences sexuelles. Nous aspirons au sein de Caméléon à un monde sans violence sexuelle et vous à un monde sans aucune violence et notamment j'imagine, sans violence sexuelle aussi sur le numérique. Il y a de plus en plus aujourd'hui le sujet de la cyberpédocriminalité, un vrai sujet en Asie.
Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui à toutes les personnes qui nous regardent, c'est que on a l'impression que ça se passe très très loin en Asie, à l'autre bout du monde, mais c'est aussi un véritable fléau qui touche nos enfants en France et en Europe. Contre la cyberpédocriminalité, Philippe Cohen, qu'est-ce que l'on peut faire? Ben, je pense qu'il faut, euh, en fait, il faut concerner le plus grand nombre. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas exposé, c'est très compliqué de se sentir concerné. À mon sens, et c'est la raison de notre travail, c'est de désiloter les combats. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on est sur un mode d'action qui est universaliste, cela permet, à mon sens, c'est pour ça que je trouverais très intéressant de pouvoir construire ensemble. Lorsque vous voulez construire des zones de respect, ça me paraît beaucoup plus facile d'aller inclure les combats sur la pédopornographie et sur aussi comment est-ce qu'on détecte les signaux faibles qui font qu'une jeune personne peut être exposée à des dangers à venir. Parce que lorsque l'on est exposé ou lorsqu'on est attrapé, coincé, mis en menottage d'une certaine manière par un pervers sexuel, par un délinquant sexuel, ou lorsqu'on est menacé aussi par des chantages à la webcam, par exemple. Si on n'a pas le minimum éducatif préalable, c'est vrai que le travail de votre association ne va jamais décroître. C'est-à-dire que le travail que vous faites en termes de prévention, notre idée, ce serait de pouvoir de continuer à le renforcer en expliquant que les atteintes et les violences sur Internet, c'est aussi les atteintes envers les mineurs sur les atteintes sexuelles. Et le fait que l'on puisse englober cela dans un programme sur toutes les cyberviolences, à mon sens, permet de pouvoir toucher un public plus large. C'est-à-dire que dire à quelqu'un en France, par exemple, vous êtes exposé au cyberharcèlement, tout le monde est prêt à l'entendre. Dire à des parents ou à des personnes que leurs enfants sont exposés à de la cyberpornographie, ça peut paraître, c'est un débat qu'on peut avoir, mais ça peut paraître plus lointain ou plus désincarné. Parce que, comme vous le savez, les méfaits que vous décrivez, ils sont pas présents effectivement que aux Philippines, qu'en Asie, ils sont présents à peu près partout. Et notre travail, ça consiste en fait c'est un mot un petit peu bizarre, mais c'est à concerner le plus grand nombre par la porte d'entrée du cyberharcèlement. Parce que lorsque vous entrez par la porte du cyberharcèlement, qui concerne tout le monde, surtout si on est témoin, tout le monde a été au moins témoin de cyberviolence au sens large, cela permet ensuite de pouvoir travailler avec toutes les populations sur l'éveil aux signaux faibles pour que les témoins, et je reviens au début de notre conversation, pour que les témoins, parce qu'une fois que vous êtes sous l'emprise d'un délinquant sexuel, c'est extrêmement difficile de pouvoir en sortir, surtout s'il y a une différence d'âge énorme entre le délinquant et sa victime. Mais il est quand même très très rare qu'un délinquant opère sans qu'un témoignage puisse être possible, que le mineur ne soit jamais l'objet d'un témoignage ou d'autres yeux qui peuvent voir. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir débattre avec votre association, c'est de voir quel est le taux de cas où il y a eu une atteinte sexuelle du fait du silence malicieux de X, Y personnes, que ce soit des proches, que ce soit des lointains, que ce soit des éducateurs, que ce soit des fratries, etc. Et notre travail, ça va être aussi ensemble, je l'espère, c'est vraiment le travail que j'aimerais que l'on bâtisse ensemble, c'est de pouvoir enserrer le travail sur la prévention pour essayer de pouvoir faire évoluer les prises de conscience, surtout sur comment est-ce qu'on signale d'une manière protégée. Donc, pour répondre à votre question de manière plus cursive, je dirais que lorsque nous, on fait passer des messages auprès des écoles en France, en Belgique, bientôt en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, et j'espère avec vous aux Philippines, c'est de pouvoir prendre d'autres portes d'entrée
pour arriver à de la prévention sur la délinquance sexuelle. Nous travaillons en France avec des partenaires que vous connaissez bien, qui sont Pharos, qui sont Point de Contact Internet. Ce qui m'a beaucoup marqué lorsque je suis allé voir à plusieurs reprises nos amis de chez Point de Contact, qui est en fait une émanation de la Fédération française des télécoms, c'est qu'ils n'ont pas le temps de traiter des cyberviolences autres quasiment que la pédopornographie. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel fléau et une telle masse que finalement, il n'y a même plus de bande passante, c'est presque un jeu de mots, pour traiter des cyberinjures, de l'homophobie en ligne, ce qui montre que le combat que vous menez est le combat prioritaire et que derrière, il ne faut pas oublier les autres combats, ils sont connexes, ils sont inséparables et nous, on veut connecter les combats pour être encore plus forts, pour protéger toutes les victimes en France et ailleurs. Eh bien, au nom de toute l'association Caméléon, je vous remercie infiniment, Philippe Cohen, d'être venu ce soir nous parler de respect numérique, du travail que fait Respect Zone et de nous proposer toutes ces initiatives communes auxquelles nous ne manquerons pas de répondre dans les prochains jours. Vous pouvez retrouver Respect Zone sur son site internet www.respectzone.org. Si vous avez la moindre question pour Philippe Cohen et son équipe. Et puis sur le site de Caméléon, toutes les informations en biographie pour accéder à notre site internet. Le mot de la fin peut-être Philippe Cohen, et puis on va s'arrêter là. Je voulais dire que j'ai une grande admiration pour le travail que fait Caméléon. Moi, j'ai passé le week-end à essayer de me familiariser avec votre entreprise, votre œuvre associative. J'ai en plus la joie aussi d'avoir vu et su qu'une de nos juristes qui travaille en pro bono et en fait est une proche de votre association, ce qui veut dire qu'on avait, avant de vous connaître, l'idée de pouvoir travailler avec ce territoire très complexe qu'est l'archipel des Philippines. Et je voulais dire aussi que j'ai été très touché et très marqué par le visionnage du TEDx de Laurence Livier, qui m'a fait comprendre toute la résonance de votre combat et surtout toute la complémentarité. Donc, grâce à ce live, j'ai découvert, j'ai appris et j'ai surtout été convaincu qu'on allait faire des très belles choses ensemble. Donc, merci beaucoup Caméléon et respect à toute l'œuvre de protection pour l'enfance qui est la vôtre aujourd'hui. Eh ben, Laurence Ligier vous écrit un petit message sur ce live et vous remercie aussi beaucoup. À bientôt pour aller plus loin ensemble, nous dit Laurence Ligier. Ce sera le mot de la fin. À très bientôt, Philippe Cohen, et merci à tous d'avoir suivi ce live. Au revoir. Respect à vous tous. Au revoir.